cette histoire de réarmement, elle est stupide économiquement, elle est stérile économiquement, elle va nous appauvrir. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 27 mars 2025 du live de Téléfinance. Et désormais, comme je vous l'annonçais en ouverture, il est l'heure de retrouver Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Merci Charles d'être avec nous ce matin. Charles Sana, vous êtes économiste et éditorialiste. Vous êtes fondateur également du site internet insolentiae.com, avec nous pour commenter l'actualité la plus brûlante. Et ce matin, Charles, l'actualité la plus brûlante, ça vient de l'INSEE. L'INSEE qui a publié ce matin les chiffres de la dette française qui a atteint un nouveau record en 2024, 113% du PIB. C'est un record hors période de crise. Charles, faut-il en conclure que la France est incapable de se réformer, qu'on se dirige inévitablement vers une crise à la grecque? Ce stade, oui. Alors, l'avenir n'est jamais écrit. On peut toujours espérer un sursaut, mais vous savez, je résume la situation avec la formule suivante. Les décisions que nous devrions prendre pour éviter la faillite ont sensiblement les mêmes conséquences que les conséquences de la faillite elle-même. Pour préciser ça, tout simplement, l'austérité que nous devrions faire aujourd'hui, la baisse des dépenses drastiques des dépenses publiques qui devrait être la nôtre aujourd'hui, est telle qu'en réalité, elle est sensiblement identique, cette baisse de dépenses, à ce que nous devrions faire si nous connaissions une crise de solvabilité à la grecque. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que ça explique l'inaction politique de nos dirigeants successifs qui n'ont jamais eu le courage de faire ce qui devait être fait quand il était temps de le faire. Et aujourd'hui, il est finalement trop tard pour le faire, alors autant attendre d'être dans le mur et que les événements donnent à tous, si vous voulez, c'est l'expérimentation du réel. Quand le réel vous renverra le fait que c'est pas possible, là, ce sera plus possible pour tout le monde et ce sera beaucoup plus admis par tous que si quelqu'un arrive et vous dit aujourd'hui, voilà, pour vous prémunir d'un risque qui ne s'est pas matérialisé, il faut souffrir tout de suite. Et comme ça, on évitera le pire. Bon, mais ça, politiquement, si vous voulez, ça s'est jamais fait parce que politiquement, protéger les gens d'un risque qui ne s'est pas matérialisé, ça rapporte rarement quelque chose en termes politiques, mais en termes managérial ou même en termes amical. Si vous empêchez un de vos amis de faire une bêtise, finalement, comme la bêtise n'a pas eu lieu, il ne peut pas se rendre compte de la chance qu'il a de ne pas avoir commis cette bêtise. Donc, si vous voulez, voilà, protéger quelqu'un d'un risque qui ne s'est pas matérialisé et qu'il n'a pas pu expérimenter est très difficile parce que voilà, c'est pas, il n'y a pas de résultat quantifiable et mesurable dans ces cas-là. Donc on ne fera rien et donc évidemment, on est un peu condamné à une forme de perte de contrôle de nos finances publiques, perte de contrôle aggravée par, bien entendu, la hausse des taux d'intérêt, donc la hausse du coût des intérêts de la dette qui sont de plus en plus importants. On évoque plus de 70 milliards à horizon 2027 par an. Ça sera le premier budget d'État, mais ça, c'est à périmètre constant. Voilà, à périmètre inconstant, et si les taux montent un peu plus, ça pourrait être bien plus grave. Charles, justement, vous parlez des taux. Est-ce que cette situation est si grave que cela, dans la mesure où justement le 10 ans français ce matin est en recul, moins 0,83% à 3,455%. Les agences de notation qui notaient la dette de la France, la dernière fois c'était la semaine dernière, vendredi 21 mars, qui n'avaient pas l'air de s'inquiéter plus que ça. Ces informations, elles devaient les connaître, les agences de notation, et notamment, du coup, par la force des choses, est-ce si grave ? Est-ce qu'on a le temps de réorienter notre barque ? Non. Je vais vous dire, c'est au-delà de la question du temps.
Si nous voulions le faire, nous aurions le temps. Encore une fois, les conséquences des politiques à mener pour éviter la faillite sont à peu près identiques aux conséquences de la faillite elle-même. Par conséquent, si vous êtes aux manettes et si vous êtes un dirigeant politique, avec les faiblesses que nous connaissons tous spécifiques à la France, et là ici je parle des faiblesses sociales, je parle du fait que nous avons toute une frange de la population qui aujourd'hui vit massivement d'aides sociales qui sont devenues un modèle économique et de l'assistanat, pas des aides sociales. Les aides, elles sont censées être peu durables, momentanées, venir vous aider à un moment délicat de votre vie parce que vous êtes malade, parce que vous êtes au chômage, parce que votre maison a brûlé, enfin bref. Tout ça est un système dit assurantiel. D'accord ? On parle de l'assurance chômage, on parle de l'assurance maladie, au même titre qu'on parle de votre assurance voiture. Et donc, qui a dit ça, je crois que c'est Manigold, qui disait c'est pas parce que vous avez assuré votre voiture que vous allez rentrer volontairement dans un platane le lendemain pour tuer tout le monde. Bon. De la même manière, c'est pas parce que vous êtes assuré en termes de chômage, vous êtes à l'assurance chômage, que vous êtes censé rester jusqu'à la fin de vos droits au chômage pour en profiter. Et en disant ça, je ne dis pas que tous les chômeurs sont des profiteurs, c'est pas le sujet. Tous les gens sont des agents économiques rationnels. Et donc, il ne faut pas en vouloir aux gens, il ne faut jamais en vouloir aux gens d'exploiter le fonctionnement d'un système. Là, moi, je ne fais pas de la moraline, donc je ne suis pas en train de juger les gens. Voilà, je serais à leur place, je ferais pareil. Donc, c'est pas, je suis ni moins bien, ni mieux, ni voilà, je suis comme tout le monde. Je suis un agent économique rationnel. Si vous me permettez de ne pas travailler, eh bien, j'essaierai de ne pas travailler. Si vous me donnez de l'argent, eh bien, je prendrai l'argent. Si vous me laissez détourner de l'argent, eh bien, je détournerai de l'argent, etc., etc. Donc, si vous voulez, il faut à un moment donné se rendre compte de tout ce qui est devenu le système français, de toute la gabegie généralisée à tous les niveaux de la dépense publique, qu'elle soit sociale pour les gens, qu'elle soit pour nos dirigeants politiques, qu'elle soit dans les achats quotidiens de la fonction publique. Tout en réalité est hors de contrôle. Et il est fort peu probable que qui que ce soit ait le courage, dans ce contexte où aujourd'hui c'est pas la puissance publique, c'est l'impuissance politique, eh bien il est fort peu probable que dans ce contexte généralisé d'impuissance politique, vous ayez quelqu'un qui prenne les décisions très impopulaires avec des conséquences très proches de la faillite pour éviter la faillite. Pour répondre à votre question, oui, les agences de notation étaient au courant. Alors, je vous rappelle quand même, parce que vous faisiez allusion à Fitch, qui n'a pas dégradé, l'agence Fitch qui n'a pas dégradé la note souveraine de la France. Bon, ils ont un modèle économétrique. Ce modèle économétrique, c'est le SMR, pour parler de l'agence Fitch. Et le modèle économétrique SMR Fitch, qui lui n'est pas politique, c'est un modèle économétrique, un modèle mathématique. Il dit la France doit être dégradée, elle doit changer de catégorie, elle doit devenir A+, perdre le deuxième A, et donc changer de catégorie en devenant une dette moyenne, et donc et donc sortir de tous les fonds qui ne peuvent investir que dans des très haute qualité d'obligations, sortir des réserves des banques sur leurs fonds propres qui doivent être investis que en AAA ou en AA. Et donc des arbitrages massifs sur la dette française à la vente et à notre détriment avec une montée des taux. Et donc Fitch vous dit dans sa note, compte tenu des conséquences potentielles, nous avons décidé de ne pas prendre en compte la note du système économétrique et de maintenir une note qui est, allez, disons-le, et je vais être vulgaire 2 secondes, c'est une note de gueule, c'est une note politique, mais ce n'est plus une notation, qui est une notation basée sur des critères chiffrés d'un modèle économique. Alors justement, on va basculer sur le deuxième sujet dans un instant. Juste avant, donc effectivement, Fitch, c'était le 14 mars dernier, a justifié avoir maintenu donc la note de la France à AA- par le fait que le pays a des atouts, et notamment une économie vaste et diversifiée, des institutions solides et efficaces. En gros, globalement, ce que vous nous dites, Charles, c'est que vous appelez à une gestion des finances publiques plus responsable. En tout cas, quoi qu'il arrive, on le comprend à l'aune de ce
de ces chiffres publiés ce matin par l'INSEE. On va basculer sur l'autre sujet, puisqu'après les retraites et l'électricité, c'est maintenant l'épargne des Français qui est dans le viseur du gouvernement. Pour financer son réarmement, l'État veut réorienter une partie de l'épargne nationale vers l'industrie de défense. Charles, pensez-vous que cette initiative a du sens, d'autant plus que les ménages ont perdu en moyenne 3% du pouvoir d'achat depuis janvier 2021. Dans ce contexte, demander aux Français d'investir dans l'armement, est-ce que c'est pas risqué politiquement ? C'est pas que ce soit risqué ou pas risqué politiquement en termes de communication. Si vous faites tourner la petite moulinette suffisamment longtemps, vous trouverez suffisamment de volontaires qui seront très contents d'apporter 500 €, 1 000 € ou 2 000 € à un emprunt pour financer l'industrie de défense, etc. Non, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, là, il faut le relier au sujet précédent, premier élément. Et puis, deuxième élément, il faut avoir le courage de parler clair et de parler sans ambiguïté en disant ce qu'est une dépense militaire. Une dépense militaire est une dépense stérile. Je reprends. Une dépense militaire est une dépense stérile. Les guerres appauvrissent les nations et enrichissent les marchands de canons et les marchands d'obus. Mais les guerres appauvrissent toujours les nations. Quand on parlait du miracle allemand ou du miracle japonais, après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ces deux nations n'ont jamais fait de réarmement, justement. Elles ont pu concentrer toute leur puissance sur la construction d'une industrie et la construction d'une économie visant à la prospérité de l'ensemble de leur population. Et ça a marché pendant que nous faisions la guerre en Indochine, la guerre en Algérie, la guerre dans les pays d'Afrique pendant des décennies à maintenir une armée importante. Et donc, il y a eu miracle allemand, miracle japonais, il n'y a évidemment pas eu miracle français. Et oui, les dépenses que l'on fait à 3-4% du PIB pendant des années, eh bien, c'est autant d'argent en moins pour le reste de l'économie, c'est autant d'argent en moins pour les hôpitaux, c'est autant d'argent en moins pour la culture, c'est autant d'argent en moins pour l'instruction et évidemment l'école qui est la base de tout et de toute économie prospère, la formation de nos jeunes, la formation de nos enfants, c'est la clé de l'avenir. Donc, aujourd'hui, entasser des obus dans des usines en disant « Ah là là là, on se réarme, qu'est-ce que c'est bien ?» c'est la dépense économique la plus crétine qu'on puisse faire. La plus crétine qu'on puisse faire, c'est accumuler des obus qui ne serviront à rien et des chars qui ne serviront à rien parce que s'ils servent, c'est la guerre et si c'est la guerre, on va les détruire. Enfin, l'ennemi va nous les détruire. Donc, je ne vous dis pas, attention, je ne suis pas naïf, si vis pacem parabellum, je connais aussi mes classiques latins. Évidemment, si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous devons être armés, nous devons être suffisamment puissants et dissuasifs pour ne pas être ennuyés par un voisin qui aurait des intentions belliqueuses et inavouables. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, avec notre composante nucléaire, notre dissuasion nucléaire et l'armée que nous avons de quoi infliger de tels dégâts à un ennemi potentiel que la France ne serait pas très raisonnable. Donc, cette histoire de réarmement, elle est stupide économiquement, elle est stérile économiquement, elle va nous appauvrir. Et je vous ferai remarquer au passage qu'il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour la justice, il n'y a pas d'argent pour la police, il n'y a pas d'argent pour l'éducation de nos enfants, l'avenir, il n'y a pas d'argent pour cet avenir de demain. Quant à l'argent pour les hôpitaux, je ne vous en parle même pas. C'est un véritable effondrement de notre fonction hospitalière. Et je ne parle pas des pauvres gens et de nos citoyens qui font ce qu'ils peuvent, de nos concitoyens qui font ce qu'ils peuvent dans ces métiers-là pour essayer de nous soigner au quotidien. Je vous parle de l'infrastructure hospitalière qui est évidemment plus que l'ombre d'elle-même dans notre pays, avec la mortalité infantile qui, en France, continue à augmenter. D'accord ? La mortalité infantile, c'est un indice de développement qui concerne les pays du tiers-monde. Bon. Et aujourd'hui, cet indice de sous-développement qui concerne les pays du tiers-monde, nous voyons la mortalité infantile qui est en pleine augmentation en France. Il y a quand même des questions à se poser. Alors, notre grand Mamamouchi, maréchal, président, a décidé de financer le réarmement et de stocker les obus. C'est
complètement stupide. Voilà. Et ça doit être dit avec une force et une clarté qui ne souffrent aucune ambiguïté. Alors, une certaine ambiguïté quand même, puisqu'il y a beaucoup, alors ne serait-ce que déjà sous deux prismes. Le premier, c'est le plan de relance allemand. Vous le savez, 500 milliards sur 12 ans, qui a dopé les marchés financiers. On sait tous que l'argent va ruisseler sur les entreprises françaises et européennes, allemandes, françaises, européennes. On sait évidemment que face à cela, des défis de productivité sont évidemment identifiés, mais globalement, beaucoup d'instituts de calcul, des instituts se penchent sur cette question. Et le dernier, c'est un article des Échos qui a été publié hier, qui dit que, selon un institut économique, c'est un effet dopant, justement, ce réarmement européen pour l'économie européenne, calculé, modélisé à 0,9 et entre 0,9 et 1,5 points de pourcentage de PIB en plus pour la croissance. C'est énorme. Et ça contredit un peu, Charles, ce que vous dites, finalement. Pas du tout, mais je vous remercie de me l'avoir dit. Au contraire, ça va complètement confirmer. Si vous pensez, alors on sait que, vous avez commencé par en dire on sait que. Alors moi, je vais vous dire ce qu'on sait. On ne sait pas forcément, contrairement à ce que vous avez dit, si ça va effectivement bien ruisseler en dehors de l'économie allemande. Et si je suis allemand, c'est pour faire tourner les grosses industries de la roue qui n'arrivent plus à tourner puisqu'on s'interdit de vendre des voitures. Alors, comme la Commission européenne nous a interdit de vendre des voitures parce que ça pollue, vous êtes en train de m'expliquer qu'on va construire des chars dont on ne va pas se servir. Et vous êtes en train de m'expliquer que construire ces chars on va entasser dans un coin avec des obus qu'on va entasser dans un coin pour mettre dans les canons des chars dont on espère qu'on ne va pas servir, parce que si on s'en sert contre la Russie, il y aura des millions de morts. Je vous répète, il n'y a pas plus crétin que cette politique de réarmement. Vous êtes en train de me dire que faire tourner nos usines, plutôt que pour produire des camions et des voitures qui vont servir aux gens, on va les faire tourner pour produire, ce qui sera aussi polluant que de produire des bagnoles, de produire des chars et des obus, à l'uranium appauvri. Et je ne vous explique pas les dégâts écolos d'un obus à l'uranium appauvri que vous êtes en train de produire dans vos grosses usines, en m'expliquant que ça va faire ruisseler de la richesse, et que cette richesse stérile, d'accord, qui ne va tourner dans l'économie, puisque dans le meilleur des cas, tout ce que vous allez produire va servir à détruire, si on s'en sert, ça va servir à détruire les pays, les nations, les infrastructures, puisque le propre de la guerre, c'est à peu près de tout casser. Bon. Donc, si vous êtes en train de m'expliquer qu'on va relancer la croissance en fabriquant des obus et des canons et en les stockant dans des casernes, et que ça va augmenter le PIB de 1%, de 2% ou même de 3% avec de l'argent que l'on n'a pas, et que ça, c'est une bonne idée économique, et bien effectivement, je crois que vous êtes en train de contredire le bon sens que j'essaye de remettre au cœur de la réflexion en vous disant encore et à nouveau, il n'y a pas plus crétin que le réarmement, il n'y a pas plus stérile économiquement que de transformer ces usines qui construisent des belles voitures avec des beaux moteurs, des beaux camions, qui font tourner l'économie pour, à la place, construire des chars et des obus à l'uranium appauvri. Et je vous rappelle que si aujourd'hui on commence à pouvoir fabriquer des voitures électriques, le char électrique, ça ne marche pas. Il n'y a pas de borne de rechargement sur le front ukrainien pour le char électrique et écologique. La guerre, c'est dégueulasse. La guerre, c'est pas écolo. La guerre, ça fait plein de CO2. Il n'y a pas de pot catalytique sur le tank russe ni ukrainien. Donc, à un moment donné, je vous le dis, je vous le redis, sans ambiguïté et avec une grande force et une immense clarté, il n'y a pas plus crétin et plus stérile que le réarmement et la guerre. Et c'est pas parce que les Allemands sont aussi crétins et stériles dans la politique économique qu'ils vont mener qu'on est obligé de leur emboîter le pas, parce que de surcroît, si les Allemands sont pas aussi surendettés que nous en revanche, on n'a absolument pas les moyens, évidemment, de notre ambition de réarmement, puisque, vous l'avez évoqué, on n'a plus d'argent, 113% de dette sur le PIB, un déficit qui est complètement hors de contrôle, des taux qui sont quand même
plutôt en train de monter, quoi que vous en disiez, même s'ils ont un peu baissé sur 2-3 jours, mais ils sont plutôt en train de monter. Vous parliez de 3,40. Bon, je vous rappelle que les taux directeurs de la BCE, ils sont en train, eux, de diminuer. Donc, on est passé de 4,5 à 2,50. Bon. Et donc, plus les taux de la Banque Centrale Européenne baissent, plus les taux de marché, eux, à 10 ans, augmentent. Et ils augmentent aussi pour l'Allemagne. Si l'Allemagne fait ça avec aussi de l'argent que l'Allemagne n'a pas, eh bien, il va y avoir un besoin de financement sur les marchés de l'ensemble des pays qui va être très important. Et cet ensemble, ce besoin de financement sur des marchés libres et non faussés par les banques centrales, eh bien, quand vous avez beaucoup de gens qui demandent de l'argent, beaucoup d'États qui demandent beaucoup d'argent en même temps, et une épargne qui reste à peu près constante, eh bien évidemment, vous avez une hausse du taux d'intérêt qui n'est jamais rien que le prix de l'argent, qui n'est jamais rien que l'expression du déséquilibre entre l'offre et la demande, donc entre les excédents d'épargne des uns et les besoins en financement des autres. Et plus vous avez besoin de financer des gens, eh bien, plus évidemment les taux d'intérêt montent et plus la dette au global va coûter cher. Donc attention, on est dans une situation qui est absolument explosive et aujourd'hui nous avons nos Mozart de la finance d'ici et d'ailleurs, les Mozart qu'ils soient français ou qu'ils soient des Mozart germaniques de l'autre côté du Rhin, ont décidé de mener la politique la plus stupide qui soit, de stocker des obus et ne comptez pas sur moi pour bêler avec le reste du troupeau qui va dire « mais c'est merveilleux, plus on va faire d'obus, plus ça va faire augmenter le PIB ». Je le redis encore une fois, augmenter son PIB avec de l'argent que l'on n'a pas pour produire des trucs qui servent à rien, c'est crétin. Écoutez, le message est passé, donc Charles qui devient, dans ce contexte belliqueux, un homme de gauche, puisque désormais l'écologie est au centre de vos préoccupations, le social également. Écoutez, tout le monde, on marche un peu sur la tête actuellement. Charles, le fonds BPI... On marche sur la dette. On marche sur la dette, effectivement. Ça, c'est pour le coup, c'est une réalité. Charles, le fonds BPI consacré donc à ce secteur des réarmements promet un rendement compris entre 6 et 10%, même si c'est très risqué. Le risque en capital existe, on risque de perdre son capital, mais le rendement estimé est quand même de 6 à 10%. C'est-à-dire qu'en théorie, on croit potentiellement à un retour sur investissement. Du coup, par la force des choses, là, je vous donne 10 000 euros. Vous le placez où? Vous les placez où, ces 10 000 euros? Vous le mettez dans le fonds défense ou vous les mettez ailleurs? Je les mets sur de l'or parce que je vais parier sur la faillite de l'État et pas du tout sur le réarmement. Alors, je vais même vous dire, je vais vous faire une analogie. Vous vous souvenez de l'histoire de notre reproduction et de notre relocalisation des masques la dernière fois que nous étions en guerre contre le Covid ? Eh bien, vous allez avoir la même chose. Aujourd'hui, vous n'avez plus un seul masque qui soit produit en France et toutes les usines que l'on a rééquipées pour fabriquer et vendre des masques et qui devaient dépendre évidemment que de la commande publique se sont retrouvées à faire faillite puisque les commandes publiques, dès que le Covid a tourné le dos, ont cessé. Il va se passer probablement la même chose. En tout cas, moi, c'est mon anticipation et mon analyse. Je ne suis pas dans la moraline. Je ne vous dis même pas c'est bien ou c'est pas bien. Ma conviction personnelle, vous la connaissez, je viens de l'exprimer, je pense qu'il n'y a pas plus stérile et crétin que de stocker des obus, donc je préfère aller stocker d'autres métals plus précieux qui s'appellent l'or et l'argent, puisque de toute manière, en stockant des obus qu'on va fabriquer avec de l'argent que nous n'avons pas, il y a deux résultats possibles. Soit ça va précipiter la faillite et accroître nos déficits et donc notre endettement et donc on va aller dans le mur encore plus vite. Soit on va être obligé d'arrêter très 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 vite cette folie de ce réarmement stérile et à ce moment-là, non seulement il n'y aura pas de rendement, mais il y aura effectivement une perte en capital et il se passera sur les usines qui vont se créer la même chose que sur les masques et les usines à masques qui se sont créées, c'est-à-dire que la commande publique cessera et comme tout truc qui fonctionne sur l'économie administrée, eh bien, ça rate, ça échoue et ça ne fonctionne pas à l'arrivée, puisque l'État, par son instabilité, empêche les bonnes décisions et les bonnes allocations financières, économiques et les bonnes allocations en capital. Donc moi, je ne miserai pas un copec là-dessus, et ça c'est l'analyse économique, et je ne miserai pas un copec là-dessus, et là c'est mon analyse moraline, parce que j'estime à titre individuel, personnel, et ça n'engage que moi, que 1, c'est complètement crétin et stérile, 2, c'est pas à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, les gens attendent 6 heures dans les hôpitaux et ils sont en train de mourir sur des brancards dans le service des urgences parce qu'ils sont pas soignés.
Et moi, un chef d'État qui m'explique qu'il faut que je stocke des obus et pas des brancards, j'ai du mal. Un chef d'État qui m'explique dans le contexte dans lequel nous sommes que nous devons recruter des militaires et pas des médecins et des infirmiers, excusez-moi, j'ai du mal. Alors justement, Charles, je me permets de vous couper. Dernière question, justement. Alors effectivement, on comprend, en tout cas, on entend votre point de vue. Il y a probablement des dimensions et des variables que ni vous ni moi ne connaissions. Est-ce que selon vous, on laisse l'économie de côté, maintenant parlons juste légèrement géopolitique, est-ce que finalement cette initiative, ça ne traduit pas une anticipation d'un conflit majeur, et auquel cas ça a du sens de stocker des obus? Non, mais le conflit majeur est rendu par définition impossible par les armes de destruction massive et par la dissuasion nucléaire. Donc, je vais même vous dire 2 choses. Ces 3 ans de guerre nous ont appris quoi ? Ils nous ont appris que globalement, la Russie, de manière conventionnelle, était absolument incapable d'envahir efficacement, rapidement et sans perte massive un pays comme l'Ukraine. D'accord ? Je vous laisse imaginer les pertes ou la complexité d'un point de vue militaire d'envahir la Pologne, puis d'envahir après la Hongrie, puis d'envahir la Tchéquie, puis d'envahir l'Autriche, et puis de passer en Suisse, et puis d'arriver péniblement en France. Je crois qu'il leur restera 2 Lada et 3 soldats. Donc, ça, c'est pour la manière conventionnelle. Ce que nous ont appris également ces 3 ans de conflit, c'est que la guerre a radicalement changé de nature. Nous sommes tout le monde a anticipé. Vous savez, on dit toujours que on se prépare à la guerre d'avant. Bon. Tout le monde imaginait une guerre de mouvement, et quand les Russes sont arrivés, ils ont commencé par une guerre de mouvement. Ils sont tombés sur des essaims de drones, sur des essaims de missiles anti-chars, sur une hyper-surveillance du champ de bataille. Bref, nous sommes aujourd'hui face à une guerre de tranchées, face à une guerre de position, et face à une guerre conventionnelle qui a des pertes absolument considérable. Quand la poussière sera retombée, vous verrez que le million de morts, c'est ça dont on va parler. Donc c'est une guerre de très 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 haute intensité. C'est une guerre de tranchées telle qu'on l'a connue en 14-18. C'est une guerre de drones. C'est une guerre où il n'y a plus de guerre de mouvement. Donc quand il n'y a plus de guerre de mouvement, et vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement, vous voyez bien qu'il n'y a pas de mouvement. C'est indéniable. Personne ne peut dire objectivement c'est une guerre de mouvement. Donc quand c'est pas une guerre de mouvement, ça veut dire que l'ennemi n'est pas capable de se mouvoir. Donc s'il n'est pas capable de se mouvoir, c'est qu'il n'est pas capable d'avancer. S'il n'est pas capable d'avancer, c'est qu'il n'est pas capable de venir chez moi. S'il n'est pas capable de venir chez moi, c'est qu'il n'est pas capable de me menacer. Donc à un moment donné, les faits, il faut bien les traduire en pensée. Les faits, il faut bien les traduire en analyse. Quand vous n'avez pas de guerre de mouvement, vous n'avez pas de menace quand le front il est à 2000 km de chez vous. En tout cas, vous n'avez pas de menace directe. Bon. Et donc, jusqu'à ce que la guerre rechange de nature et réintroduise une possibilité de mouvement, entre l'hyper-surveillance du champ de bataille, l'utilisation massive de drones à 500 € qui vous permettent de détruire un tank qui vaut 50 millions de dollars ou 50 millions d'euros, je reboucle avec ce que je disais, il n'y a pas plus stérile que de produire un tank à 50 millions pour se le faire exploser par un drone chinois à 500 balles. Bon. Et si vous considérez que faire du bon PIB, c'est faire ça, je ne vais pas pouvoir vous suivre. Parce que c'est complètement crétin. Et Charles, écoutez, merci. En tout cas, moi, je note, la boucle est bouclée. Et c'est vrai que parfois, vous êtes quand même très drôle. Vous nous dites qu'effectivement, je vous cite, hein, c'est pas mon idée, mais vous nous dites qu'effectivement, nous sommes plutôt dans une guerre de tranchées. Si, par malheur, l'armée russe, l'armée rouge, venait à se diriger vers Paris, de toute façon, elle arriverait avec 2 Lada et 3 soldats. Du coup, par la force des choses, dans un contexte de guerre commerciale, où l'administration Trump ne fait qu'annoncer de nouvelles surtaxes, et notamment à l'encontre du marché automobile européen, eh bien le marché russe pourrait être un marché de dévore pour les constructeurs européens, puisque il faudra redonner des voitures à ces 3 pauvres soldats
russe. Charles, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Charles Sana, vous êtes éditorialiste, économiste, fondateur du site insolentiae.com et avec nous pour commenter l'actualité la plus brûlante. Et je vous en remercie. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 27 mars. À tout de suite.